Qu'allons-nous manger demain et surtout comment allons-nous pouvoir manger mieux et produire mieux dès aujourd'hui? La question peut-être même, est-ce que nous mangerons demain? Telles sont les questions parmi beaucoup d'autres que nous allons aborder pendant cette rencontre consacrée à la souveraineté alimentaire, utopie ou réalité. Un sujet riche pour un plateau aussi riche. Jugez plutôt, nous accueillerons dans quelques minutes Éric Orsena, académicien, chercheur en solutions agricoles, Alain Rousset, qui nous reçoit ici à la région, qui est le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Philippe Mauguin, président de l'INRAE pour l'Institut national de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et Sébastien Abyss, directeur du club Demeter, un label de certification que l'on ne présente plus et dont on parlera tout à l'heure. Cette rencontre est proposée par l'ANA, elle est animée avec les rédactions de Sud-Ouest. On retrouvera tout à l'heure Valérie Dems, la journaliste en charge des questions agricoles. Et nous sommes déjà avec un dessinateur de Sud-Ouest, avec Urbs, c'est l'infréquentable, qui est déjà sur le plateau. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette rencontre. Vous pouvez poser, et c'est l'avantage de cette rencontre, vos questions en direct. Il suffit de se connecter sur la page Facebook sudouest.fr et d'envoyer vos questions. Nous y répondrons. En attendant, nous accueillons Jean-Pierre Reynaud, vice-président du Conseil régional. Jean-Pierre Reynaud, bonjour. Vous êtes chez vous ici à domicile, mais je vous reçois avec votre casquette de président de l'ANA, cette agence de l'agriculture pour l'alimentation en Nouvelle-Aquitaine. Quelles sont les missions de cette organisation ? Bon, l'ANA est une agence de la région, donc avec deux grandes missions. Je dirais la première, donc, c'est d'accompagner la communication et la promotion des filières agricoles et agroalimentaires. Et elle accompagne également la commercialisation et le développement des entreprises sur leur marché, que ce soit sur le plan local, national et international. C'est aussi le lieu où les professionnels des filières agricoles et agroalimentaires se rencontrent pour réfléchir et au développement de nos entreprises et de pouvoir apporter aux consommateurs une alimentation de qualité, et toujours avec le triple enjeu donc, qui est le maintien de nos emplois sur le territoire, donc le revenu de nos agriculteurs donc, et de penser à nos consommateurs pour leur servir une alimentation de qualité. Alors justement, ces consommateurs, on les invite à nous rejoindre, à poser des questions. C'est l'enjeu, on est dans une crise sanitaire importante qui concerne tout le monde. Pourquoi cette série de conférences que vous lancez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons besoin de réfléchir autrement. Le monde bouge à une vitesse phénoménale. Donc même si la crise de la Covid-19 accélère ce mouvement, donc il était déjà prégnant auparavant. Donc nous devons comprendre et mesurer les enjeux sociétaux donc, qui sont liés à ces changements, donc, pour que nos filières et nos professionnels de l'agriculture s'adaptent ou se réinventent, et je crois que c'est le mot. De ce fait, nous avons décidé au sein de l'ANA de réfléchir et d'essayer de partager pour mieux avancer ensemble. Donc, et aujourd'hui, sont la première conférence de ce cycle que nous avons décidé d'apporter, donc qui est sur la souveraineté alimentaire, et parce que ça nous semble être le socle de notre... C'est un enjeu important, effectivement, aujourd'hui. Voilà, c'est le socle de notre réflexion. Je crois que nous allons avoir à partir d'aujourd'hui, donc et jusqu'au mois de juin, un cycle de conférences où nous allons démarrer. Donc c'est pour mesurer l'impact du numérique sur nos comportements alimentaires. Ce sera la première session. Nous travaillerons après sur les circuits courts, nous travaillerons sur les signes de qualité et d'origine, donc qui sont un petit peu les piliers de notre souveraineté alimentaire au niveau de la région. Nous travaillerons sur le rôle de la grande distribution, donc à l'heure du local, et bien d'autres sujets. Alors, ces sujets, c'est vous qui les avez choisis. Vous êtes en train d'y travailler avec les filières. On a aujourd'hui des spécialistes qui vont nous rejoindre. Jean-Pierre Reynaud, merci. On vous retrouvera pour ces conférences. Les programmes sont à suivre, évidemment, sur le site de l'ANA. Sud-Ouest se fera fort et TV7 de les rappeler. Merci beaucoup et on va accueillir nos invités. Avant cela, un petit film tourné par l'équipe de TV7 qui nous accompagne sur ce direct. Ils sont allés sur le marché national de Brienne à Bordeaux pour voir que c'est déjà bien en route pour certains. Ces circuits courts, cette volonté de manger bio. Allez, on met un petit bonnet à 5h du matin. Il fait toujours un peu frais à Brienne. On se retrouve tout de suite. Au beau milieu de la nuit, le marché d'intérêt national de Brienne est en éveil. Parmi les marchands, Thibaut Turan. Chez lui, on trouve que des produits bio, mais surtout locaux. Là, le fait qu'il y ait un deuxième confinement habitue les gens en fait à
à se tourner vers le local et à comprendre en fait les besoins en fait de la saisonnalité, le besoin en fait de manger du frais, du proche, du local. Et les gens en fait savent qui ils rémunèrent, quelqu'un de proche de chez eux. Voilà. Ses clients sont principalement des magasins, des restaurants, des maraîchers, des primeurs, mais aussi des épiciers. Clara est salariée d'une épicerie des Chartrons à Bordeaux. Elle est venue avec sa liste de courses. On est bio, on essaie d'être au maximum local et on tout ce qu'on peut. Voilà, donc du coup ici on sait que c'est 150 km. Effectivement, tous les produits proviennent de Gironde ou des départements limitrophes. C'est une des meilleures ventes au magasin en ce moment. C'est une bonne petite pomme de terre qui s'appelle l'Alliance, qui est très ferme, qui est très sympa en cuisine. Je m'approvisionne exclusivement en Nouvelle-Aquitaine. Et pour les fruits et légumes, vraiment, j'essaye au maximum en Gironde, dans les Landes ou dans le Lot-et-Garonne, parce qu'on ne trouve pas de tout. Ça me facilite le travail de venir ici, chez Local Bio. Ouais. Local Bio compte 7 salariés, dont Coralie, qui prépare les commandes et s'occupe de la caisse. 2 patates douces et un chou frisé 8 pièces. Ouais, ok, super. Malgré la crise du Covid, le chiffre d'affaires s'est maintenu alors que les restaurants sont fermés. Après, le fait que ce soit local, c'est pareil, on a certains clients qui, eux, prennent vraiment que parce que c'est local, en fait. Donc, si on leur propose des choses bio, mais qui sont pas locales, on a certains clients qui les prendront pas. Le coup de feu est passé, il est déjà l'heure de plier boutique. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'une autre journée commence pour les commerciaux de Local Bio. Je mets en relation par moment donc les producteurs ainsi que les boutiques de manière à ce qu'ils puissent expliquer leur métier. Nous ne faisons que du bio et que du local. Et nous travaillons depuis une année sur de l'éco-responsable et du zéro déchet. Manger bio, mais surtout manger local, ça tente à se banaliser. Mieux, ça devient un réflexe pour certaines personnes, à tel point que le législateur, avec la loi Egalim, impose d'ici 2022 un minimum de 20% de produits bio en restauration collective. Une bonne nouvelle pour des structures comme Local Bio. Bien, on le voit effectivement, Valérie Dems, merci de nous avoir rejoints avec nos invités sur ce plateau. Le mot souveraineté est partout. Qui mieux qu'Éric Orsena pourrait nous aider à définir ce mot souveraineté, puisque je le rappelle, on a un académicien avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous donneriez succinctement comme définition, Éric Orsena, et merci d'être avec nous ce matin. La première souveraineté, c'est de savoir ce qu'on mange, reconnaître ce qu'on mange, et donc qu'il n'y ait pas tromperie sur le nom. Donc c'est ça la première chose. La souveraineté, c'est nous savons que nous sommes ce que nous mangeons, donc ne pas savoir ce que nous mangeons, c'est ignorer qui nous sommes. Ça, c'est la première chose absolue. Donc il y a eu des tromperies. Il faut arrêter. Et comme la région ici est la première région des appellations, donc ça montre l'exemple. Mais ça implique aussi un certain nombre de vérifications pour qu'il n'y ait pas des tromperies comme il y en a eu. Moi, j'ai quelques exemples de saucisses qui se disaient très régionales et dont la Nouvelle-Aquitaine, rassurez-moi. Non, bien sûr que non, mais dont la chair venait de Roumanie ou d'ailleurs. J'ai rien contre les Roumains, mais que la charcuterie roumaine soit appelée charcuterie roumaine. Vous savez ce que disait Camus, c'est que mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Et c'est ma conviction. Donc de la transparence, de la connaissance. Et du récit. Et du récit. Parce qu'on ne mange pas seulement un aliment. On mange des métiers, on doit respecter. C'est des gens, c'est des terroirs. C'est pas abstrait tout ça. Non, moi je vois dans ma Bretagne, il faut apprendre aux jeunes que les poissons ne sont pas carrés, surgelés. Comprenez ? Ce genre de choses. On part de loin alors. Hein. Oui, je suis désolé, mais c'est pour ça que je viens ici pour prendre des cours. Bon, les jeunes Nouvelle-Aquitaine savent que les poissons n'ont pas les yeux dans les coins. Justement, on a le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Valérie, une question. En quoi ce sujet de la souveraineté alimentaire est-il d'actualité et ensuite, on parlera effectivement de la région et de ce qu'elle peut faire dans cette matière-là. Je pense qu'il est d'actualité, j'allais dire, par tous les bouts. Parce qu'on est dans une crise sanitaire, parce qu'on est dans une crise économique, parce qu'on est dans une crise sociale grave, très grave. 8 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. 8 millions. Donc ça nous interpelle tous. Et en même temps, à l'autre bout de la chaîne, on voit des agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Où est le problème ?
Alors, quand on parle de souveraineté, c'est quoi? C'est pas simplement la souveraineté sur ce que mangent les humains, c'est la souveraineté aussi sur ce que mangent les animaux. Quand vous importez massivement des tourteaux de soja d'Amérique latine, plus ou moins OGM, c'est un vrai défi pour nous. D'où l'idée de faire sur le port de Bordeaux une usine de traitement de tourteaux, d'huile, à partir du colza. D'où l'idée de développer les pois, de développer la luzerne, y compris en Limousin, pour qu'il y ait une alimentation et des protéines. C'est aussi... D'où l'idée, pour nous, on a vu le marché de Brienne, de développer les marchés de plein air. Moi, je suis fan des marchés de plein air. Je pense qu'Éric doit l'être aussi. Est-ce qu'on n'a pas un accélérateur justement de ça? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les gens se sont retrouvés des habitudes qu'ils avaient peut-être perdues, alors peut-être encouragées par les collectivités? Mais il faut que... Moi, j'en appelle aux maires de la grande région. On va lancer une opération pour animer ces marchés de plein air, pour vérifier que ce sont bien des producteurs, pour qu'il y ait bien ce dialogue. Hein, et je pense... Parce que le marché de plein air, c'est un supermarché à ciel ouvert. Donc... Moi, je ne peux que dire à travers cette émission de l'ANA et de la région de ce matin, il vaut mieux aller dans un marché de plein air le dimanche ou le vendredi plutôt que d'aller à Lidl. Vous allez vous faire des copains ce matin, M. Rousset. Il y avait une réaction de M. Orsenard. Absolument. Regardez, on a été dévoré par ce qu'on appelle les centres commerciaux. Les centres commerciaux ont détruit les centres-villes. Je suis membre du conseil stratégique d'Action Cœur de Ville. Et donc, d'un côté, on veut aider à renouveler les centres-villes, et de l'autre côté, on continue à donner des autorisations. Eric Orsenard, on n'a pas attendu la Covid pour se rendre compte de ça. Est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire va nous aider justement à réagir plus vite et plus fort? Et est-ce que vous écoutez les Luc à la Rousset? Si on n'entend pas cet avertissement, ça veut dire qu'on est complètement sourd et que ça sera pire avant. Moi, je suis, mais ambassadeur de l'Institut Pasteur, assez au courant des questions de pandémie. Eh bien, je peux vous dire que cette alerte-là, elle est relativement bénigne par rapport à ce que ça pourrait être. Donc, il faut attendre ce qui se passe. Et juste la leçon qu'on peut retenir de la pandémie, pour moi, est simple, c'est l'unité de la vie et la solidarité et notre fragilité. C'est tout simple, absolument. Allez, Sébastien Avis, on a parlé de la souveraineté alimentaire et de la Covid. Est-ce que finalement, la France a réellement manqué de quelque chose en termes, sur l'alimentation? Non, en fait, c'est tout l'enjeu du moment, c'est de savoir regarder un peu sur le temps long et l'espace lointain pour se rendre compte qu'en France, on est dans une situation assez exceptionnelle, à la fois sur le plan historique. On n'a jamais été autant en sécurité alimentaire en France, quantitativement et qualitativement, qu'en 2021. Et par rapport à d'autres pays dans le monde où, malheureusement, l'insécurité alimentaire, en quantité et en qualité, peut être parfois le lot de drames quotidiens. Je rappelle que le prix Nobel de la paix 2020 était attribué au Programme alimentaire mondial, que son directeur général a encore rappelé en début de semaine que le vaccin massif contre la faim, qui touche près d'1 milliard d'habitants sur cette planète, le vaccin contre la faim s'appelle la nourriture et qu'on a besoin de produire sur cette planète. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en France aujourd'hui, évidemment, il y a des questions légitimes de la part des consommateurs sur l'exigence que je qualifie de 3S, c'est-à-dire il y a une exigence de santé par rapport à l'alimentation, une exigence de soutenabilité par rapport au modèle qui propose de la nourriture, mais par rapport aussi aux manières de consommer. Mais le Covid a rajouté un 3e S, ou a rappelé un 3e S dans l'esprit des consommateurs, c'est la sécurité. Il faut pouvoir avoir de la quantité. Et donc on a besoin d'une agriculture, une agro-industrie qui fonctionne dans ce pays. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de problème en 2020 sur le terrain de la sécurité alimentaire en France, dans cette période extraordinaire dans laquelle nous sommes, précisément parce qu'en temps ordinaire, les mondes agricoles et agroalimentaires fonctionnent en France. Donc il faut savoir aussi un peu sortir de l'émotion des derniers mois, se rendre compte de la grande chance que nous avons et faire le constat que si nous avons cette sécurité en France et en Europe sur le plan alimentaire, en quantité, qualité, en diversité de production, c'est aussi parce qu'on s'est donné les moyens depuis un demi-siècle d'avoir cette sécurité alimentaire. On peut l'appeler souveraineté alimentaire si il faut avoir en tête le projet européen qui était d'avoir un continent qui puisse construire pour les populations les sécurités les plus importantes, la santé
l'alimentation. Ça pose la question des frontières de cette souveraineté. C'est un sujet sur lequel a déjà beaucoup travaillé Valérie Dem. Je rappelle qu'on aura un numéro spécial le 24 février, d'ailleurs 8 pages qui seront consacrées à cette question. On va continuer avec une question qui arrive de l'audience. On va faire une petite coupure audience. On va y revenir Valérie, mais j'ai une question, donc on va la prendre puisque notre amie avait cette question. C'est Sylvie Justaume qui est adjointe au maire de Bordeaux. Elle est chargée de la sécurité sanitaire. Elle s'adresse directement à vous. Elle pose la question quelle position adopte Demeter sur la résilience alimentaire ? C'est pour donner envie aux autres de poser des questions aussi. Bon, alors le Club Demeter, qui regroupe des entreprises, des écoles et des ministères en France, n'a pas de position sur aucun sujet. C'est un club de réflexion. Donc ce que je vais dire là n'engage que moi. Sur la résilience, je crois qu'en fait, et pour rebondir à la question précédente, et aussi pour faire écho à ce que disait Eric Orsena, les consommateurs veulent savoir ce qu'ils mangent, mais je crois que c'est important que les consommateurs n'oublient pas qui les nourrit. Et donc, nous avons besoin d'agriculteurs, nous avons besoin de pêcheurs, nous avons besoin d'aquaculteurs de plus en plus en France parce qu'il y a une demande de protéines alternatives. Nous avons besoin de cette diversité de production parce qu'il y a une diversité de demandes. Et cette résilience alimentaire, elle passera par une combinaison de plusieurs types de production, de plusieurs circuits commerciaux. Pardon d'une petite parenthèse, nous sortons d'une pause café. Le café ne viendra jamais de France. Donc nous avons besoin sur certaines productions, sur certains produits, de circuits longs. Et nous avons besoin aussi, en Europe, de pouvoir faire bénéficier à certains pays en fragilité dans le monde de nos productions agricoles massives par rapport à d'autres régions pour ces équilibres alimentaires mondiaux. Et la résilience, ça passe aussi sur les moyens de donner demain à des producteurs, quels qu'ils soient en France, quelles que soient les régions, un cap commun, une prévisibilité de long terme sur une exigence d'avoir de la nourriture demain. C'est un peu la question qui était posée avant le Covid. C'était est-ce qu'on désarme sur le plan agricole en Europe et en France, tout comme on a désindustrialisé le pays. Donc la question est posée pour demain. Un peu plus précisément tout à l'heure. D'ailleurs, vous parlez d'Europe, donc je me tourne vers Philippe Mauguin. Justement, c'est la bonne échelle, l'Europe, pour réfléchir à une souveraineté alimentaire ? Je crois que la souveraineté alimentaire, on doit la concevoir à l'échelle de l'Europe quand on est français engagé dans le projet européen. On peut la concevoir à l'échelle des territoires, on y reviendra, mais ça ne peut pas se faire indépendamment d'une vision mondiale. Et du coup, d'où le lien entre une sécurité alimentaire et la souveraineté. La sécurité alimentaire mondiale, ça a été déjà dit, elle n'est pas acquise aujourd'hui. On a triplé la production d'aliments entre 1950 et 2000 sur la surface de la planète, et pourtant, on a encore des gens qui souffrent de la faim. S'ajoutent des problèmes de malnutrition, d'obésité, qui devient la maladie chronique du siècle, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. On a une personne sur 3 sur la planète aujourd'hui qui souffre de malnutrition. Et ça va malheureusement passer probablement à une personne sur 2. Et on va, avec l'évolution de la démographie, on sera 10 milliards, entre 9,5 et 10 milliards d'habitants sur la planète en 2050. Donc la question, avant de se poser de façon non pas égoïste, c'est légitime, démocratique, de se poser la question de souveraineté alimentaire en France, en Europe, dans les territoires, la question c'est est-ce qu'on pourra manger dans quelles conditions, de façon correcte, nourrir la planète en 2050 ? Et derrière cette question, elle est fondamentale, il faut qu'on prenne en compte évidemment les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, d'où probablement la question de l'auditrice sur la résilience. Qu'est-ce qu'il y a derrière la résilience ? Est-ce qu'on aura suffisamment à manger de façon durable en tenant compte des ressources de la planète ? Et ça, je pense que c'est vraiment un sujet majeur. Alors, si on a cette perspective et qu'on se dit de façon non égoïste et de façon solidaire entre les régions du monde, comment avoir une forme de souveraineté pour éviter ce qu'on a craint l'année dernière ? Sébastien Abyss l'a dit justement, notre chaîne alimentaire, elle a tenu bon. Et merci aux agricultrices, aux agriculteurs et à l'ensemble des acteurs. Mais on a eu quand même cette crainte, comme on l'a eu pour les masques, comme on l'a aujourd'hui pour les vaccins. Et donc l'idée de la souveraineté alimentaire, qui était née à la fin des années 90, après les émeutes de la faim, qui avaient secoué notamment les pays du Sud, qui étaient inquiets avec la libéralisation des marchés au niveau mondial et qui ont revendiqué à la FAO en 1996 le droit des peuples à s'alimenter eux-mêmes, à ne pas être dépendants du commerce international, cette souveraineté alimentaire, vraiment le concept il est sorti là. C'est un peu retombé ensuite parce qu'on a réussi à retrouver une forme de régulation sur les marchés, ça ressort avec le Covid. Il y a cette inquiétude des peuples, qu'est-ce qui se passe demain avec des pandémies, des accidents climatiques, si les pays, et ils peuvent toujours le faire, referment leurs frontières, est-ce que telle ou telle population va être dépendante des autres pour l'alimentation ? Donc il faut qu'on ait cette exigence, je crois que c'est légitime pour les peuples d'Europe,
d'avoir cette volonté d'être autosuffisant. Comme le disait Alain Rousset, c'est pas normal qu'on importe de la déforestation amazonienne pour nourrir les animaux en Europe. Donc il faut qu'on retrouve une forme d'autonomie ou de souveraineté sur l'alimentation des animaux. On peut le faire. Donc c'est une volonté, mais on ne peut pas le faire de façon égoïste. On ne peut pas le faire ni de façon égoïste, ni de façon court-termiste. Donc il faut qu'on intègre les enjeux du changement climatique, il faut qu'on intègre les enjeux de la réduction des intrants pour l'agriculture. C'est possible d'utiliser moins de produits fossiles, moins de carburant, moins d'engrais minéraux, moins de produits phytosanitaires. Et si on arrive à se construire ensemble, parce que ça ne peut être que participatif, un projet de souveraineté alimentaire qui soit à la fois solidaire et durable, je pense qu'on aura quelque chose qui peut être du coup utile et qui doit aussi intégrer, ça a été dit par Alain Rousset, la solidarité, elle commence aussi en France. Alors à la fois au niveau des agriculteurs qui ne vivent pas de leur activité et des exclus qui progressent. Et on a, y compris en France, il n'y a pas que dans les pays du Sud, des exclus qui n'ont pas accès à l'alimentation dans des conditions satisfaisantes. Donc la justice sociale, elle doit aussi être intégrée dans ce projet de souveraineté. Merci Philippe Mauguin. On va justement voir avec Alain Rousset le rôle que peut jouer, ou que Alain Rousset voudrait que la région joue. Mais on a été obligé, avec évidemment Eric Orsena sur ce plateau, de prendre un message de la région Bretagne, il a dit tout à l'heure, qui lui est cher. Non, je plaisante. On a un message évidemment du président Loïc Genet-Girard, et c'est un peu adressé à Alain Rousset, mais aussi à notre public d'aujourd'hui. On le retrouve tout de suite en 2 messages. Bien, bonjour à toutes et à tous. Cher Alain Rousset, merci à toi de m'inviter à participer à cet échange, à ces rencontres de l'alimentation que tu es en train d'organiser en Nouvelle-Aquitaine, une région ô combien amie de la Bretagne. Nous avons, cher Alain, je crois, des passions communes. Et parmi ces passions, il y a l'agriculture, il y a l'agroalimentaire. Nous sommes 2 régions agricoles, 2 régions fières de leur production, 2 régions fières de leurs agriculteurs et 2 régions qui ont conscience que nous avons devant nous des transitions extraordinaires à mettre en œuvre, tout en gardant cette passion et cette responsabilité qui est de nourrir les femmes et les hommes. Ces transitions, elles nous concernent tous. Les agriculteurs ont l'habitude depuis longtemps de s'adapter aux situations. Et là, nous leur demandons de nouvelles adaptations pour participer au stockage de carbone dans le sol, pour participer aux transitions agroécologiques qui sont nécessaires au regard de la situation dans laquelle nous sommes, et aux transitions qui permettront de continuer à produire beaucoup, faire en sorte que cette production maximum durable soit mise en œuvre dans l'ensemble de nos territoires en fonction de nos caractéristiques climatiques, géophysiques, telles que nous les connaissons en Nouvelle-Aquitaine comme en Bretagne. Alain Rousset, on ne va pas trahir ce qu'ils disent sur le plateau, vous dites que c'est un sacré enjeu pour eux. On va lui demander justement quels sont les enjeux et on vous retrouve tout de suite pour parler des enjeux de Nouvelle-Aquitaine. Sur lesquels les Françaises, les Français, légitimement, ont une attention particulière. Et plus on laisse partir vers l'étranger les biens que nous consommons, l'alimentation que nous consommons, plus nous nous mettons en risque, plus nous nous mettons en fragilité. Nous avons encore une fois 2 grands enjeux, nous avons de beaux défis, nous avons devant nous des combats à mener, mais avec ces diversités agricoles qui font les particularités et les paysages de nos régions respectives, nous avons encore une fois de beaux enjeux devant nous et la passion pour le faire. Donc à toi Alain, un grand bonjour, à vous tous bons travaux et au plaisir de croiser nos réflexions, de croiser nos suggestions pour préparer l'avenir et de mettre en commun ce que nous pouvons mettre en commun pour accompagner ces très beaux métiers que sont l'agriculture et l'agroalimentaire. À très vite et encore une fois, vive la Nouvelle-Aquitaine et vive la Bretagne. L'échelon régional est-il aussi un échelon important? On a vu qu'il y avait l'international, l'Europe, la France, pour penser la souveraineté alimentaire, d'autant que la Nouvelle-Aquitaine a un pacte d'alimentation régional. Alors, je vais essayer de ne pas trop faire de la décentralisation, oui, ma réponse. Mais bon. Allez-vous y arriver? D'abord, je craque dès le début, mais je reviendrai sur des initiatives. Je disais tout à l'heure, pendant la pause café, à Eric Orsena, que je venais de lire, je ne l'avais pas lu, l'ouvrage de Michel Rocard, Décoloniser la France. Rien n'a changé. Cet ouvrage a 30 à 40 ans. Et on voit qu'aujourd'hui, le système de recentralisation, notamment sur l'exécution du plan dit de relance, cette centralisation est une catastrophe. Comment peut-on, sans responsabiliser, comme ça se passe en Allemagne, en Italie, partout, hein, moi j'ai mes collègues d'Allemagne, d'Italie,
Comment peut-on, sans responsabiliser nos territoires, gagner cette bataille? Celle-ci comme d'autres. C'est pas possible. Et Rocard dit une chose que je n'avais pas vue, c'est que plus on centralise, plus on complexifie, plus on met tout un tas de procédures, la centralisation va avec la complexification. Voilà, j'aurais dit ça, je me serais libéré un peu, ça me fait du bien. Deuxième point, quelles sont les initiatives qu'on prend? Écoutez, on a signé il y a 15 jours, 3 semaines, avec la coopération agricole. La coopération agricole qui représente en Nouvelle-Aquitaine 73% des agriculteurs, une convention dite Néoterra, ce que disait Philippe Mauguin tout à l'heure, comment je bascule toutes mes politiques publiques par rapport au réchauffement climatique et à l'enjeu environnemental. 73% des agriculteurs. Donc on voit que par la confiance, par la démonstration, ça fait 10 ans qu'on travaille avec plus de 400 scientifiques, notamment Philippe, toute l'équipe de Chizé sur la biodiversité, d'autres équipes, où les démonstrations sont faites. On s'aperçoit que ça ne suffit pas. À mon avis, on continue d'avancer dans 3 domaines. Premièrement, quel est le rôle de la commande publique? C'est-à-dire, dans un lycée, dans un collège, et puis demain dans le privé, quand on commande des produits pour faire manger les gamins, pour faire manger les jeunes, vous pouvez transformer, à partir du moment où vous avez un logiciel tout bête, qui discrimine les produits qui ont des perturbateurs, qui ont des conservateurs, qui ont, etc. Et on voit qu'on réoriente sur des circuits courts, sur des circuits de proximité, et l'agroalimentaire et l'agriculture. Savez-vous combien de repas on adresse aujourd'hui? 59 millions. Et on pourra facilement arriver à 150. Donc ça, c'est le premier point, la commande publique, puisqu'on mange un peu hors domicile, un peu plus. Deuxièmement, comment peut-on faire en sorte que les circuits courts se développent? Alors, il y a les dispositifs de notre agence, comment je donne des adresses, comment je fais du collecte à la ferme. Qui fonctionne d'ailleurs, il y a un outil. Ça marche. Comment, d'ailleurs, même quand les lycées sont fermés, on utilise la cour du lycée pour faire la rencontre entre les parents d'élèves. On a tous les numéros de téléphone et les agriculteurs. Donc on a plein d'initiatives. Ce que je vous disais sur les marchés de plein air tout à l'heure, je veux dire, en plus, le marché de plein air, c'est non seulement de bons produits, mais ça affiche un moral fabuleux. Moi, je ne sais pas, quand je n'ai pas le moral, je vais faire le tour du marché de Pessac. Marché de Pessac, d'ailleurs, que je vous indique, cher Eric, qui est quand même un des meilleurs marchés de l'agglomération bordelaise. Réputé jusqu'en Bretagne. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut qu'on équilibre. Souveraineté ne veut pas dire autarcie. Souveraineté ne veut pas dire autarcie. Mais il faut qu'au niveau et des organisations professionnelles, chambres, organisations professionnelles, et les pouvoirs publics, avec l'aide des scientifiques, il y a un immense effort de recherche à faire. J'y reviendrai tout à l'heure. On puisse travailler ensemble. Prenez le cas. Nouvelle-Aquitaine, on sait qu'on importe 40% des poulets que nos concitoyens consomment. Comment peut-on, avec les organisations professionnelles, avec une alimentation saine, des circuits courts d'alimentation animale, comment peut-on développer, en substitut à cette crise aviaire incroyable, 2 millions de canards qui ont dû être exécutés, comment peut-on réorienter une partie de la production agricole? Comment peut-on aider à ces nouvelles productions? Comment peut-on développer des févroles, développer de la luzerne, Enfin, on voit bien qu'on a, les organisations professionnelles, chambres, coopératives, ont un rôle de conseil. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, effort de recherche. Effort de recherche. Les agriculteurs vont nous dire, on a des impasses. On a des impasses. La pyrale, par exemple, sauf que la pyrale, hier j'étais dans une entreprise fabuleuse de biocontrôle de Sangos à Agen, qui est capable de diffuser avec un drone des petites billes à l'intérieur desquelles il y a un insecte qui va exécuter entre les épis de maïs qui sont très serrés. Voilà, mais ça existe. Voilà, c'est tout ça qu'il faut promouvoir. Donc on a un effort de recherche, de transfert de technologie. Imaginons, la région a inventé l'Institut des sciences de la vigne et du vin, il y a 15 ans.
Imaginons qu'aujourd'hui, on n'ait pas cet institut par rapport au réchauffement climatique. Alors, Dernier point, le matériel agricole. On ne peut pas dire on va basculer beaucoup en bio ou on va faire de l'agroécologie et puis on va remplacer le machinisme agricole par des travailleurs immigrés qui viennent du Pérou, de je ne sais pas d'où. C'est pas possible. Donc il faut qu'on réinvente le matériel agricole. Ce matériel qu'on achète au Japon, aux États-Unis, parfois en Italie. Donc on a un enjeu extraordinaire en même temps qu'il y a cette transition écologique de réindustrialisation de notre pays. Pourquoi on serait plus bête que les autres? Alors, on comprend bien qu'il y a des leviers au niveau de la région pour aller vers une souveraineté alimentaire en mettant quand même la souveraineté entre guillemets. Sébastien Abyss, est-ce que cet échelon-là est quand même pertinent et est-ce qu'il n'y a pas quelques écueils à le penser au niveau régional? Non, je ne crois pas. Je crois que ce qui vient d'être dit témoigne d'une volonté politique d'avoir un système agricole, alimentaire et halieutique, puisqu'il ne faut jamais oublier aussi qu'on consomme des produits de la mer sur nos tables, qui soit performant en région Aquitaine. Et ça, il faut le saluer et il faut quelque part l'encourager. Pourquoi je dis cela? Parce que d'abord, je crois que c'est important de constater que quand on est en Aquitaine, on est dans la première région agricole d'Europe en superficie agricole. C'est une région qui produit énormément de signes de qualité. C'est une région qui bénéficie aussi d'une expérience de long terme sur l'ensemble de ses métiers. Et c'est une région qui a bénéficié aussi de l'appel du grand large. Donc, il y a des produits qu'on peut sans doute relocaliser en région Aquitaine et il y a des produits de la région Aquitaine, notamment des produits liquides, je ne vais peut-être pas les citer, qui bénéficient de la façade maritime et du grand large, de marchés de consommation en forte croissance ailleurs et qui génèrent énormément d'emplois, de revenus, d'activités directes, indirectes sur l'ensemble du territoire et qui permet aussi de faire rayonner l'Aquitaine au-delà de son seul périmètre géographique. Donc je crois que ce qui vient d'être dit témoigne bien qu'on a besoin d'avoir une agriculture partout, dans toutes les régions, dans tous les territoires. C'est non négociable, quelque part. C'est une réalité planétaire, Philippe Mauguin l'a dit, c'est une exigence qui ne se dément pas. Mais je crois qu'il y a trois choses derrière. Il y a ne pas s'enfermer, le président Rousset l'a dit, il y a des complémentarités régionales, ça a été évoqué avec le cas de la Bretagne, et quelque part l'histoire de la France et de l'Europe depuis un demi-siècle, c'est des complémentarités agricoles et de production pour améliorer cette sécurité alimentaire dans un vivre ensemble, parce que c'était aussi un projet politique et sociétal, grâce au monde agricole, de donner du sens dans cette vie collective. Donc je crois qu'il faut continuer à faire des combinaisons de production. Oui, qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Qu'il n'y ait pas de déséquilibre, et puis parce qu'il y a des produits qui ne viennent pas forcément d'ici, etc. Donc ces complémentarités et pas ces oppositions sont en mettre en exergue. Dans le même registre, je crois qu'il faut peut-être sortir de débats un peu stériles de ces dernières années où on a essayé d'opposer des modèles agricoles, on a essayé d'opposer les entreprises, on a essayé d'opposer ce que faisaient les pouvoirs publics avec le secteur privé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'une agriculture hyper intensive, en capacité, en connaissance, en expérience, en innovation, en solution. Ça veut dire qu'il faut faire travailler les mondes agricoles, les mondes scientifiques, la recherche, les écoles. Il y a de très belles écoles d'agriculture à Bordeaux. Bordeaux Sciences Agro est une très belle école, par exemple. Nous avons besoin de travailler avec les pouvoirs publics, avec l'ensemble de leurs maillages territoriaux, c'est important, mais de combiner. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que l'agence travaillait sur des programmes européens. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu de vue cette exigence aussi d'aller au-delà du seul territoire immédiat. Donc je crois que cette innovation collaborative, multiparties prenantes et multithématiques, multiproduits, il ne faut pas la supprimer demain. C'est un acquis, encore une fois, extraordinaire qu'on a en Europe et en France parce qu'on fait de la quantité, de la qualité, de la diversité. Et le consommateur, il est pluriel, il n'est pas monochrome. Et la dernière chose, si je peux me permettre, c'est que dans cette exigence que vous avez ici, qui est tout à fait bienvenue, il y a la vraie question du prix. Le prix pour les producteurs. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui ce métier soit si fragilisé parfois dans ses revenus. Un producteur agricole, quel qu'il soit, c'est un entrepreneur. Il a besoin de prévisibilité, il a besoin de long terme, il a besoin de vivre dignement de son métier. C'est très important. Mais ça veut dire aussi que quand on a une exigence de montée en gamme dans les assiettes, notamment dans les écoles, peut-être qu'il va falloir revoir le prix moyen de ces repas et faire en sorte que si on est exigeant pour avoir une nourriture qui monte toujours en qualité, cette nourriture de qualité, comme n'importe quel produit,
Si son équipement est plus robuste, il faut pouvoir payer cette qualité. Et je crois qu'il y a un vrai sujet sur le prix. C'est un sujet qui tient à cœur à M. Orsena, je sais. Hein. C'est un sujet qui, évidemment, me tient à cœur. Vous savez, on a applaudi les infirmières et les soignants. D'ailleurs, on ne les applaudit plus, alors qu'ils continuent. Ça veut dire que l'émotion est à très court terme, et puis on passe à autre chose. Qui a applaudi ceux qui nous nourrissent? Parce que, comme vous l'avez dit, le premier vaccin, c'est l'alimentation. Qui les applaudit? On les a enfermés dans des injonctions contradictoires de produire toujours plus, pour toujours moins cher, avec une qualité toujours plus grande. Donc, on les fragilise économiquement et on les détruit psychologiquement. C'est quand même incroyable que, à la fois dans la planète entière et dans notre pays, ceux qui mangent le moins bien, c'est les agriculteurs, et ceux qui ont des difficultés à continuer leur vie, c'est eux. Donc ça, c'est une question absolument clé, un salut, et que le prix, c'est quand même la valeur. Et quand on voit que le budget moyen d'une famille de l'alimentation est passé de 30% à 11%, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont démunis, mais peut-être que se nourrir, c'est plus important que Netflix. Je veux dire, on est ce qu'on mange pour le meilleur, pas forcément en enchaînant les séries. Donc ça veut dire qu'il faut des agricultures très diverses, mais c'est une valeur première qui est cette valeur-là. Donc et moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette région, et dans d'autres régions aussi, mais cette région-là particulièrement, c'est d'avoir un pacte. C'est-à-dire, moi, je suis fou de voir que dans des tas d'endroits, même au niveau national, disons-le, on réforme. Pour quelle société? C'est pas de la réforme, c'est de l'agitation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un but, et on a les moyens pour avancer vers le but avec un espace de référence et un calendrier. C'est ça la politique. Moi, je suis militant en politique depuis que j'ai 17 ans. Un vieux machin qui s'appelait le PSU. Je continue. C'est ça l'affaire. Quelle société on veut? Et la question, au cœur de la société, il y a la nourriture. Puisqu'encore une fois, et alors ce qui est très intéressant, c'est ce qu'a dit Philippe sur, vous savez, les emboîtements de solidarité. C'est comme l'identité. Moi, je suis breton, français, européen, et puis je suis dans ce vaisseau spatial qu'on appelle la Terre. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais si on dit juste un point, c'est terrible. Si je ne suis qu'européen, on a vu ça, les dérives européennes, en oubliant les nations, eh ben, il y a eu une résistance contre. Si je ne suis que breton, on dit qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, c'est pas possible. C'est ça la complexité, mais c'est ça la diversité. Alors, vous parliez justement, on a une question de l'audience, c'est toujours intéressant, et elle vous salue d'ailleurs, Ève Gabrielle Demange, elle vous dit merci Eric Orsena, puis un autre disait merci d'éveiller les jeunes générations à manger mieux en leur proposant des produits bio. Ça va croiser une des compétences de la région. La question de cette internaute, elle est assez claire, elle dit on parle beaucoup de nouveaux agriculteurs et de produire, mais il y a une crise des vocations. Qu'est-ce que vous, messieurs, autour de cette table, et Valérie aussi, évidemment, qu'est-ce qu'on propose pour redonner vie aux gens de prendre la succession de ces entrepreneurs de l'agriculture qui sont en train de quitter massivement le métier en laissant pour certains des fermes en friche? Qu'est-ce qu'on propose en Nouvelle-Aquitaine sur ce point? Alors, allez-y, Eric. Président. Non, mais il y a la question de chiffres. 60% des exploitations vont changer dans les 5 ans. Donc, si la question que vous posez est gravissime, parce que si personne ne reprend, eh bien, on sera obligé d'importer, d'en faire absolument l'inverse. Mais pourquoi? Moi, j'ai mon fils, est-ce qu'il me dit je veux être agriculteur? Oui, bien sûr. Et concrètement, il me dira est-ce que tu m'aides parce que tu gagnes ta vie ailleurs? C'est pas possible. Alors que c'est essentiel. Moi, j'ai un problème de plus en plus avec cette société où plus vous êtes utile, moins vous gagnez de l'argent. Et moi, pardon d'être vulgaire mais réel, ça commence à me faire chier. Bon, c'est dit. Alain Rousset, qu'est-ce que la région peut faire pour aider justement Alors c'est un peu sa compétence. Donc qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Prenons d'abord un problème global de société. Les jeunes aujourd'hui, où que ce soit, recherchent du sens. Ils recherchent du sens. Ils recherchent du sens par rapport à la justice. Ils recherchent du sens par rapport à la transition environnementale ou écologique. L'image de l'agriculture, c'est
je ne gagne pas assez d'argent, sauf un certain nombre de grandes exploitations qui d'ailleurs commandent un peu tout dans les rapports de lobby avec l'État central. Le reste, c'est pas si simple que ça. On a tous, enfin j'ai pour ma part, je suis à moitié issu du monde ouvrier, du monde paysan. Donc voilà. Donc comment voulez-vous qu'on attire des jeunes s'il y a pas, on gagne pas sa vie? Deuxièmement, si ce qu'on voit de l'agriculture, c'est une défense des pesticides ou du glyphosate, si les dirigeants ne comprennent pas ça, je l'ai dit un jour au président des jeunes agriculteurs, il me dit ouais, qu'est-ce que tu fais pour faire venir des jeunes, etc. Je lui dis bah, écoute, t'es président des jeunes agriculteurs, interroge-toi. Mais si on voit plutôt un immense machin qui sulfate et qui met de la poussière et de la pollution, je veux dire, comment les jeunes ont envie de devenir agriculteurs? Pour autant, il faut effectivement, comme le disait Eric Orsenna, qu'il n'y ait pas cette déprise. Alors après, je vous donne un exemple. Le lycée du Béarn, de Montardon, fait des formations financées par la région pour des agriculteurs hors cadre familial, des installations hors cadre familial. Ce n'est pas des fils de paysans. Il y avait 15 jeunes, garçons et filles, plus de filles d'ailleurs que de garçons. D'accord. 14 sur 15 étaient dans la transition agroécologique. 14 sur 15 dans la transition. OK ? Donc on voit bien que la jeunesse aujourd'hui, qui a envie de reprendre des terres, est là. Deuxièmement, comment on fait ? Il faut qu'on invente un système de portage des terres. Faut qu'on arrête l'étalement urbain pour éviter qu'à la périphérie des villes, on fasse des supermarchés plutôt que des fermes. Il est important d'organiser ce lien. Ça, on le fait, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. On a dit, on divise par 2 l'étalement urbain des 10 dernières années. Et on garde les terres agricoles. Ce qui va permettre d'en faire baisser, d'ailleurs, le prix. Deuxièmement, on accompagne avec des crédits européens, des crédits de la région pour faire des formations. Et puis, on développe tout ce qui est, ce que l'on a dit tout à l'heure, les circuits courts, la qualité, les millions, les dizaines, les centaines de millions de repas qui sont consommés dans tout cela. On forme et on forme de nouveau. On fait des lycées agricoles, des lieux d'expérimentation sur le bio, sur l'agroécologie. Écoutez, hier, j'étais en Lot-et-Garonne, lycée de Nérac. On s'engage avec un couple de jeunes créateurs qui va faire du gin à partir du genièvre. Le lycée de Nérac accueille, Philippe, des plantations de genévriers. C'est pas pour la consommation des lycéens, on se rassure et on reste prudent. Ça ne m'étonne pas. Sébastien Abyss, vous vouliez rebondir sur l'installation des jeunes, sur la... Je voudrais juste rappeler qu'il y a évidemment la question du renouvellement des agricultrices et des agriculteurs en France, qui est un vrai sujet. Si on veut une souveraineté alimentaire et qu'il n'y a plus personne qui produit, évidemment, c'est un sujet. Il ne faut pas sous-estimer en parallèle, dans la même importance, le sujet de l'industrie. Parce que on ne consomme pas que des produits directs. D'autant plus que le consommateur veut des produits sûrs, tracés, normés. Donc l'agro-industrie permet justement d'avoir cette exigence de performance alimentaire. Aujourd'hui, il y aurait plus de 30 000 emplois en France non pourvus dans l'agro-industrie. Ça veut dire qu'il y a à la fois un problème d'attractivité dans les parcelles, dans les champs, dans les exploitations agricoles. Il y a aussi un vrai déficit de notoriété, attractivité dans l'industrie, ce qui, je vais le dire de manière schématique, on ne peut pas vouloir une souveraineté alimentaire en France demain maintenue ou renforcée si les populations n'acceptent pas d'avoir un agriculteur à côté de chez eux ou une industrie au bord des villes. Il faut être très logique. Certaines grosses industries de l'agroalimentaire proposent des formations elles-mêmes sur mesure, notamment pour des gens éloignés de l'emploi. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des transitions pratiques Lot-et-Garonne, justement, ou de métiers. mais aussi dans d'autres départements, parce qu'il y a une vraie pénurie. Ouais. Alors, on se rend compte que la question de F. Gabriel Demange, effectivement, était importante. Et j'aurais Monsieur Vaughan voulait Oui, juste rajouter justement, quelque je vais lui donner la chose. parole. Je voulais aussi signaler le petit sourire de Urbs, mais c'est assez
assez intéressant de regarder le regard du dessinateur quand il nous dit le plus dur dans l'agriculture, c'est les 60 premières années. Donc effectivement, je pense qu'il y a cette image à changer. Il y participe. On a une proposition, M. Rousset, vous parliez des lycées agricoles. Il y a Bertrand Gaufriot, qui est directeur du lycée agricole Armand David à Asparin, qui pose quelque chose sur la table. Il dit les lycées agricoles, paysans, chercheurs, acteurs de l'ESS pourraient constituer un campus du vivant fondé sur une démarche agroécologique. Les outils existent, on pourrait jouer ce rôle-là. Donc vous voyez, on est carrément dans des solutions. Ça s'appelle l'AgroSmart Campus qu'on a fait avec l'INRIA, avec l'INRAE, pardon, excuse-moi. L'INRAE, ça s'appelle avec Bordeaux Sciences Agro, etc. Ça existe, donc je vais vérifier qu'on met bien Asparin. Et ben voilà. Et justement, vous étiez, Philippe Mauguin, prêt à réagir sur ce sujet qui est effectivement un sujet crucial. Sur le sujet de l'installation, de la formation des jeunes, oui, beaucoup de choses ont été dites. Dans les éléments d'optimisme, parce que il faut faire attention à ce qu'à force de parler de l'agribashing et des difficultés que rencontrent les agriculteurs, on ne contribue pas à perpétuer finalement la crainte des jeunes vis-à-vis de cette profession. On a un tiers des installations agricoles qui sont hors cadre familial, qu'évoquait le président Rousset, c'est-à-dire des gens qui viennent pas que du secteur agricole. Et on a des très belles histoires, enfin des histoires vraies. Et donc il faut aussi qu'on partage ces réussites. Des jeunes, pas mal de femmes, c'est aussi la parité qui arrive dans l'agriculture et c'est très bien, qui s'installent, issus du monde agricole ou pas, sur des projets effectivement souvent alors du circuit court, mais pas que, la transition agroécologique avec du sens. Donc il faut qu'on fasse l'effort de l'accompagnement, de la formation, l'accompagnement dans les projets d'alimentation territorialisée. Il y a un appel à projet qui a été lancé là récemment autour des plans d'alimentation territorialisée qui va dans le bon sens, dans le cadre du plan de relance. Donc il y a quand même aussi des signaux positifs. Alors sans faire de l'optimisme béat, je pense que notre secteur de l'alimentation et de l'agriculture, c'est vraiment un secteur d'avenir. Et on voit les deux, on voit à la fois de l'interrogation, est-ce que les 60 premières années, ça va vraiment être un enfer? Ou est-ce que ça va pas être aussi, et y compris pour des gens qui ont travaillé dans d'autres secteurs économiques, la possibilité de revenir, retrouver du sens à sa vie, je crois. Moi, j'y crois personnellement beaucoup. Il y a des agriculteurs qui s'adaptent. Alors Philippe Mauguin, ça tombe bien, on va aller visiter un agriculteur. Il est à Ascq en Gironde, c'est Guillaume van der Burg. Excusez-moi pour la prononciation du mot. Juste pour le contexte, il est éleveur. Ça fait 10 ans déjà, donc il a innové, qu'il est en autonomie alimentaire pour ses animaux. Il va nous raconter. Direction Ascq et l'exploitation de Guillaume van den Berg. Installé depuis 15 ans, cet éleveur de 230 vaches limousines a opté pour l'autonomie alimentaire. On est autonome donc sur la production de tous nos fourrages et nos céréales. Guillaume pratique l'autonomie alimentaire depuis une dizaine d'années, un précurseur en quelque sorte. Sous ses bâches, la nourriture de ses vaches. Avant leur passage dans cette remorque, une mélangeuse. On mélange donc des luzernes, des raigres à trèfle, on mélange du foin, on mélange notre maïs, notre soja. Et ça nous permet donc d'avoir une ration équilibrée au quotidien pour nos animaux. Une ration élaborée en collaboration avec un nutritionniste pour précisément tirer le meilleur en termes de valeur alimentaire l'hiver quand ces bêtes sont à l'abri. Trèfle et luzerne, ce sont des légumineuses qui nous permettent de faire l'impasse de soja et d'être dépendant des sojas brésiliens ou argentins. À la mi-février, les limousines de Guillaume retrouveront les prairies. Cela fait 3 ans que l'éleveur a mis en place le pâturage tournant dynamique. Chaque jour, on les déplace et on essaye de suivre le cycle de l'herbe. Et ça nous permet aujourd'hui d'économiser, d'être en 0 apport d'engrais, 0 apport de fumier, plus d'outils d'épareuses sous les fils, plus de herçage. Cela participe à l'autonomie alimentaire pour son bétail. Une fierté pour le passionné qu'est Guillaume. Donc aujourd'hui, on économise des centaines de tonnes de fourrage par rapport à il y a 10 ans. On économise une cinquantaine de concentrés de céréales produits sur l'exploitation aussi par ces pratiques qui sont nouvelles sur l'exploitation. Donc obligatoirement, on y gagne, c'est boule de neige. Quand on cherche à bien faire, obligatoirement derrière, on est gagnant sur toute la ligne. Guillaume pousse même sa démarche plus loin. Il revend son excédent de production de fourrage et de céréales à des éleveurs voisins. Quant à sa viande, il pratique 1 fois par mois la vente à la ferme.
Sinon, il écoule le reste de son stock via la coopérative du groupement des éleveurs girondins. Et à TV7 pour ce témoignage, Eric Orsena, une réaction, je voyais réagir sur ce sujet. Une réaction, encore une fois, à la fois de colère et d'espérance. La colère, c'est que quand j'entends des gens... Oui, là, j'ai épuisé mon quota, mais c'est dans la langue française. Hein. Enfin, je dis l'ensemble de la langue française. Et donc, les gens qui nous disent « Ah, c'était mieux avant ». Ah, qu'est-ce que c'était mieux avant, les vraies valeurs. Vous savez, il y a eu des reportages, on voyait des cultivateurs, ils avaient une seule dent, etc. Bon, quand on voit ce que ça donne, c'est-à-dire que c'est un milieu qui a innové comme aucun autre, depuis des années. Et quand on voit la formation des agriculteurs aujourd'hui, c'est Bac plus 3, 4, 5, et la nécessité de la recherche, on voit ça. On a bien vu sur les vaccins, les mêmes qui refusaient le vaccin, maintenant sont prêts à tuer pour avoir le vaccin avant les autres. Donc, il faut qu'on ait une relation avec le savoir qui soit un peu assainie et qu'on refasse confiance à ça. Et c'est vrai que le monde agricole que je connais est un monde qui est très lié à la recherche. C'est pour ça que ce lien, toute cette continuité du savoir entre le lycée agricole, l'université et puis après les différentes associations, c'est absolument clé. C'est comme ça qu'on va trouver. Philippe Mauguin, président de l'INRAE, est l'homme de la situation sur ce sujet-là. En tous les cas, je peux qu'approuver ça. Effectivement, on n'a jamais eu autant besoin de recherche, probablement dans tous les domaines. La crise du Covid l'a montré, alors avec l'angle médical, mais aussi avec les questions alimentaires. Et je pense qu'on ne peut pas concevoir de souveraineté alimentaire, encore une fois, solidaire et durable, hein, j'insiste là-dessus, à l'échelle de l'Europe, si on n'a pas aussi une forme de souveraineté scientifique. Et donc on doit être présent, on ne doit pas être dépendant d'un autre grand bloc géographique sur des questions vitales. C'est vrai pour les vaccins, on l'a vu, mais c'est vrai aussi pour l'agriculture et l'alimentation. Et donc c'est quoi les points clés? C'est d'avoir une recherche, effectivement, une recherche publique qui soit au meilleur niveau mondial. Je crois que c'est le cas aujourd'hui avec l'INRAE. On n'est pas tout seul, on est avec nos collègues des écoles, des universités. Et on le construit dans l'espace européen. Et donc on doit être très bon pour anticiper les besoins de l'agriculture de demain, être capable de proposer des trajectoires de transition aux agricultures d'Europe, de France, des territoires. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on prépare des schémas de transition qui tiennent compte du climat, quel sera le climat, et la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine s'y est évidemment engagée, l'une des premières. Quel sera le climat en 2050, quelles conséquences sur nos agricultures, quel effet sur la biodiversité? Est-ce qu'on va faire évoluer l'élevage, les grandes cultures, les cultures spécialisées? Comment on va s'adapter à ça? Comment on intègre les attentes des consommateurs et des citoyens? Et ça, c'est des démarches qu'on ne va pas faire tout seul. Les chercheurs, ça n'aurait pas de sens. Ça ne peut être que de façon ouverte et participative, avec les agricultrices, avec les collectivités, avec la transformation, avec la distribution, avec les citoyens aussi, parce que c'est un sujet vital. Et donc, on ne peut pas avoir ce débat-là sans associer l'ensemble des citoyens. Donc, c'est ça qu'on est en train de préparer. Et on va le faire aussi en essayant de garder cette ouverture mondiale. Et donc, INRAE, par exemple, on va s'impliquer encore davantage aux côtés du CIRAD en Afrique, parce qu'on ne tiendra pas de façon durable l'équilibre de nos pays, de nos nations, si on n'a pas des réponses aussi, notamment en Afrique, pour assurer à terme une souveraineté alimentaire de l'Afrique. Voilà, donc c'est un enjeu mondial qui est passionnant et c'est aussi un enjeu local. Alors, le rôle de citoyen, ils sont en train de prendre la parole et c'est très intéressant cette interactivité à laquelle on assiste. Et je vais avoir une question pour vous, d'ailleurs, M. Rousset, sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur ces villes qui devraient intégrer peut-être plus de la production agricole. Je vais donner la parole à Eric Orsena qui nous l'avait demandé. Je reviens vers vous tout de suite avec la question de la lectrice. Si on n'a pas compris, à cause ou grâce à cette pandémie, que nous sommes dans une unité du vivant, vraiment, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on comprenne? Il a fallu que nous nous battions à quelques-uns, mais battions, pour qu'il y ait un vétérinaire dans le conseil scientifique, alors que 75% des maladies ont pour origine les animaux. Et on me demandait, en tant que représentant de Pasteur, qu'est-ce qui a changé depuis Pasteur? Je dis rien. Pasteur, parce qu'il n'était pas médecin, on l'appelait le chimiatre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme si les tests que les vétérinaires font sans arrêt, ah non, c'était bon pour les vaches et pas pour nous. Mais nous sommes comme les vaches, figurez-vous. C'est pareil, on est des animaux, on est dans le règne animal, l'unité du vivant. Donc qu'est-ce que c'est cette morgue?
Il n'y a pas que la morgue jacobine, il y a la morgue administrative comme ça, je suis là comme ça. Donc moi je vais faire le dictionnaire national de la morgue. Que de projets. Je le dis à Eric et puis à celles et ceux qui nous écoutent, il y a 2 ans, on a lancé l'opération dite One Health, une seule santé. Exactement. J'ai proposé qu'on crée une 5e école vétérinaire en France. On en a 4. On importe 50% des vétérinaires, entendez bien, on importe 50% des vétérinaires et il y a un blocage. Donc je veux construire une école vétérinaire à Limoges. Je la construirai, pardon de le dire d'une manière aussi ferme que ça. Et nous avons besoin de vétérinaires, justement sur ce rapprochement de santé humaine et santé végétale. Mais c'est totalement scandaleux ce qui s'est passé. Un laboratoire vétérinaire, ce sont les laboratoires départementaux, fait 3 fois moins cher qu'un laboratoire de biologie humaine les tests. 3 fois moins cher. La sécurité sociale pourrait économiser la moitié de ce qu'elle a dépensé pour rembourser les tests. Pour une autre raison, c'est que les vétos, les entreprises vétérinaires, comme les agriculteurs, hélas d'ailleurs, connaissent les Covid depuis 50 ans. 50 ans. Et on ne les a pas utilisés. Et ce que dit Eric Orsena, on vient d'avoir juste maintenant un vétérinaire dans le comité scientifique, mais c'est affligeant. Affligeant. Qu'a-t-on inauguré vendredi? Je vous le dis parce que, bon, il y a un médecin vétérinaire de Maison-Alfort qui dit je démontre qu'avec des chiens, on détecte le Covid sans agressivité. OK? Eh bien, chez Seva Santé Animale, on a réussi à obtenir que la gendarmerie nous mette 3 chiens à disposition, le SDIS, les pompiers, 2 chiens à disposition, et on a fait la démonstration que le chien se met à l'arrêt. J'ai une proposition, Président. On va changer le nom de la SPA, Société Protectrice de l'Aquitaine. et donc la proposition qu'on est en train de faire, que j'ai fait au Président de la République, j'ai fait au ministre de l'Agriculture, c'est que, 1, on va former en Nouvelle-Aquitaine les chiens pour détecter le Covid. Alors après, quand il y a une suspicion, il faudra faire un vrai test, mais un vrai test. Il faudra faire un test, mais en tout cas, vous imaginez dans un EHPAD, ce qui pourrait se passer dans un aéroport pour assurer cette prédétection. Combien cela coûterait? Mais 500 fois moins que ce que cela coûte aujourd'hui. On a l'impression qu'il faut dépenser de l'argent pour régler les problèmes. Hein? Et notre opération One Health à Limoges, rendez-vous, Eric, à Limoges, bientôt. Je vous mets parrain de cette école. Mais Limoges Limoges et moi, Président. Non, alors, juste parce que d'ores et déjà, pardon de le dire, parce que je veux saluer nos amis limougeaux, c'est que le CHU de Limoges, les labos, tout accompagné par la région, Philippe travaille déjà sur cette relation humain-animal-végétal. Sans parler que cette souci de vocation dont on parlait tout à l'heure pour l'installation d'agriculteurs est valable aussi pour les vétérinaires en milieu rural et qu'on sait qu'aujourd'hui il y a de moins en moins d'agriculteurs. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une école vétérinaire pour le milieu rural. Peut-être là-dessus rapidement un petit message aussi d'information. On a lancé à l'occasion du One Planet Summit qui était présidé par le président de la République un programme de recherche qui est piloté par INRAE avec le CIRAD et l'IRD, qui va être un programme de recherche mondial là-dessus, sur la prévention des futures pandémies, en faisant le lien entre la destruction de la biodiversité, les émergences, le passage de la faune sauvage vers la faune, vers l'élevage ou vers les humains. Et c'est un grand programme donc, qui va rassembler plus de 50 partenaires dans tous les continents, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc voilà, la recherche bouge. Et on s'implique sur ces sujets, évidemment, les vétérinaires, nos collègues vétérinaires qu'on a au sein d'INRAE, mais qu'on a aussi dans les écoles, seront associés. Alors, ils bougent, mais les citoyens aussi, j'y reviens, je vous avais annoncé la question tout à l'heure, Président Rousset. Il y a beaucoup de propositions, on les reprendra, on va le dire aux gens, il y a ce supplément qui va arriver, on va se donner la parole. Je pense même qu'on peut peut-être l'engagement ici publiquement de dire qu'on répondra à chacun et qu'on répondra à leurs questions. Il y a des associations qui disent comptez sur nous, on peut faire passer ce message, montons des journées débat consommation citoyen. Il y a une question très précise vers
vous, Alain Rousset, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur ces terres agricoles qui, quelquefois, malheureusement, sont transformées en autre chose. C'est Nathalie Garapin qui la pose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, élus, pour que les mairies puissent promouvoir des structures urbaines plus autonomes en proposant des arbres fruitiers, des jardins communs, etc., et qu'on s'en occupe, nous, citoyens? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faudrait une décision avec la loi? Est-ce qu'on va l'imposer aux promoteurs? En tout cas, ça fait plusieurs personnes qui nous disent... Ne mettons pas du règlement, de la loi, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner en fait, à ces citoyens... On peut faire plusieurs choses. D'abord, il faut que ce soit dans le débat public des élections municipales ou intercommunales. Je veux dire, moi, je peux pas intervenir, je peux faire de la communication là-dessus, mais il appartient aussi, et ça commence à se passer, pour des raisons liées au réchauffement climatique, parce qu'il faut faire des îlots de fraîcheur. Je rappelle que si vous déminéralisez une ville, vous faites baisser la température la nuit de 10 à 15 degrés. C'est à peu près ça, hein, Philippe, là-dessus. Deuxièmement, nous, ce qu'on a fait, on a dit, aujourd'hui, on va diviser par 2 l'étalement urbain, c'est-à-dire les grandes surfaces, les pavillons avec la grande surface derrière, etc. De telle sorte qu'on garde ces terres et qu'on casse la mécanique de la spéculation foncière, qui est, bien entendu, dramatique. Hein. Il faut peut-être renforcer ça par la loi. Après, on peut, nous, région, avec les offices fonciers et la SAFER, porter des terres à la périphérie des villes pour y installer un verger, du maraîchage, etc. Ce qui permet aux gamins des écoles de regarder ce qu'est en réalité une salade, des fraises, je ne sais pas moi, mais ça peut être à la fois ludique, pédagogique, et en même temps développer des circuits courts. Et ça, c'est pas impossible. Donc il faut qu'on arrête cette déforestation à la périphérie de nos villes, qui est importante. On a en plus, j'y étais hier, on a des conservatoires végétaux. C'est-à-dire qu'on est capable de conseiller les habitants sur quel type de variété, quelle pomme, quelle poire, quelle pêche, etc., selon le type de terre. Est-ce que c'est de la terre noire des Landes? Est-ce que c'est de la terre de Chalosse? Est-ce que c'est de la terre de Grave, etc. Donc tout ça, les conseils techniques sont à notre disposition. Est-ce qu'on peut croire à cette autonomie du consommateur? C'est-à-dire que vous pensez que cette Covid va nous aider à ce que les gens, même s'ils l'expriment là, est-ce qu'on va passer de l'envie aux actes et est-ce qu'on va voir le retour de ces jardins, soit partagés, soit individuels? En tout cas, ce qu'on peut dire, aujourd'hui, il se trouve que, moi je marche par l'expérience, hein, je suis Saint Thomas en politique. J'ai un voisin, là où j'habite au fin fond de Pessac, qui a un magasin de ferme, ce qu'on appelle un magasin de ferme. Il ne se tient pas de poules parce que nos concitoyens achètent une petite basse-cour pour les déchets de pommes, de poires. En fait, pardon de rentrer dans ce détail ludique, mais c'est un bon exemple. Oui, il y a un effet sur l'activité économique de toutes les entreprises de jardinerie, comme de bricolage, qui depuis un an ont vu leur chiffre d'affaires progresser. Donc probablement, on ne sait pas si ça tiendra dans le temps, mais le rééquilibrage du temps, du télétravail, de la présence au domicile, s'est traduit par un engagement plus fort dans le jardinage. Après, ça peut être soit de façon individuelle, soit de façon collective, quand les municipalités, il y en a de plus en plus, favorisent avec les associations. La micro-agriculture, on verra peut-être un peu plus... parce que je pense qu'on a un petit... voilà. Non, mais avec un point très intéressant, c'est que comme on se préoccupe de plus en plus des jardins, ceux qui ont la chance d'en avoir, on veut planter. Donc on va dans les pépinières. Et on leur dit, il n'y a plus de stock. On leur dit, vous savez, c'est du vivant. Donc ça prend un peu de temps. Donc c'est pas seulement une question d'espace qu'il faut réapproprier, mais la question du temps. Et c'est la merveilleuse langue française, vous voyez, je ne dis pas que des gros mots, c'est l'articulation dans la langue française du temps qui passe, nécessaire, et du temps qui fait. Et c'est ça la question. Il n'y a plus de stock dans les pépinières. Donc c'est extraordinaire. Il dit, mais comment vous n'avez pas de stock? Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression que ça c'est des vaccins. Donc, franchement, on a été complètement en dehors du vivant. On était comme une sorte de vaisseau, comme ça, complètement en dehors. Il faut retrouver ce lien du lien avec le vivant. Et comme disait le président, une santé. C'est ça la vie. On va le retrouver tout de suite. On va dans les Landes. On va aller chez Monsieur Tozia. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Tozia?
Oui, je suis là. Alors c'est un jeune agriculteur, on en parlait tout à l'heure. Ça va faire plaisir à tout le monde. Il vient de s'installer il y a quelques années, 3 ans, sur une exploitation familiale de 140 hectares. Il y a vos parents et votre oncle, si je dis pas de bêtises. Et puis on parlait de poules, là on est carrément dans 90 000 poulets par an, 10 000 pintades. Je précise tout ça en plein air et en label rouge. Vous aviez une question pour nos invités? Oui, donc bonjour à tous. Bon voilà, moi je me suis installé dans l'agriculture donc par passion. Mais dans ce changement de contexte climatique et notamment sanitaire avec la crise aviaire, je voudrais savoir quel modèle est proposé pour demain aux agriculteurs et surtout avec quelle rémunération, parce que comme l'a dit l'un de vos intervenants tout à l'heure, il est vrai qu'il est important de produire de la qualité, donc ce que nous faisons avec nos volailles. Mais produire de la qualité, c'est des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés. Notamment, donc il y a beaucoup de manutention. Nous, on a des cabanes mobiles de 500 mètres carrés. Voilà, donc je me posais la question de où partait notre valeur ajoutée en produisant ces produits de qualité. Et après, il y avait un second aspect, notamment au niveau environnemental. Voilà, parce que je vois dans nos campagnes, donc les agriculteurs font des entretiens de fossés, de forêts. Nous, ça fait presque 15 ans qu'on fait de l'agroforesterie avec nos parcours de volailles. Voilà, comment on fait tout ça, entre guillemets, gratuitement. Comment on peut trouver une rémunération dans ces services environnementaux que l'on rend avec plaisir, forcément. Voilà, notamment aussi captation du carbone sur nos cultures. On plante des haies. Voilà, c'est un peu les questions que... Merci de ce témoignage. C'est très large, mais c'est très pertinent. Philippe Mauguin, c'est pas n'importe qui va vous répondre en l'occurrence. C'est majeur, je crois, à la fois le témoignage montre la volonté des jeunes agriculteurs et des agricultrices de s'engager dans cette nouvelle agriculture. Et c'est vrai qu'il y a des possibilités de revenus, de rémunération. Certains sont en train de se structurer, c'est le cas du carbone. Donc on travaille dessus au niveau de la recherche, mais il y a déjà des applications au niveau du terrain. On travaille avec des coopératives, y compris en Nouvelle-Aquitaine, mais pas que, pour regarder comment on peut certifier que les pratiques agricoles, agroécologiques, l'agroforesterie a été citée, vont sur le long terme permettre de stocker du carbone dans le sol. Le carbone, vu les engagements mondiaux à réduire les gaz à effet de serre, a une valeur. Il y a une forme de marché du carbone et il est important que les agriculteurs puissent en bénéficier, que ça ne soit pas capté par d'autres. C'est un des enjeux de la nouvelle PAC aussi. C'est un des enjeux. Alors, il peut y avoir, soit par le marché du carbone, des entreprises qui doivent réduire leurs émissions parce qu'elles en émettent trop et qui n'ont pas forcément les solutions en interne, vont financer les agricultrices et les agriculteurs qui s'engagent dans leur pratique à baisser ou à stocker du carbone. Donc ça peut se passer par une voie de ce type-là, contractuelle, mais il peut aussi y avoir, il devrait y avoir, selon moi, des incitations dans la nouvelle PAC à favoriser ces pratiques et à aussi rémunérer d'autres services environnementaux. On a parlé de l'eau, on a parlé de la biodiversité, pour lesquels il n'y a pas l'équivalent du marché du carbone et qui devrait être soutenu dans la prochaine PAC. Philippe Mauguin, on a quand même l'impression qu'on entend toujours parler depuis peut-être 20 ou 30 ans, on ne va pas se vieillir les uns les autres, de ces paysans jardiniers de nos paysages, mais qu'aujourd'hui on n'a toujours pas cette solution. C'est-à-dire que la question de ce jeune agriculteur, elle est réelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas de rémunération directe quand il fait replanter des haies, ou même si ça profite à ses cultures, ou qu'il va aller curer les fossés. Moi, je trouve que on peut toujours évidemment plutôt tendance à voir la bouteille à moitié pleine, sauf quand je suis à Pessac-Léognan où je la trouve assez rapidement vide. Mais bon, je pense qu'on a quand même fait des choses. Et donc tout n'est pas parfait, mais on a fait des choses. Il y a eu dans les années 2000 le virage des contrats territoriaux d'exploitation qui incitait les agriculteurs à rentrer dans la multifonctionnalité. Ensuite, on a développé des pratiques, la stratégie de l'agroécologie dans les années 2016-2017. C'était quelque chose qui était un peu contesté au sein de la profession, puisqu'on avait la crainte pour certains de perdre en compétitivité économique, et on a pu montrer qu'il y avait des voies de transition agroécologique qui étaient compétitives. Donc ça, c'est en train de passer dans les campagnes. Après, effectivement, il faut qu'on accompagne les agriculteurs. On l'a dit tout à l'heure, le niveau de rémunération, il n'est pas suffisant. La PAC, c'est un sujet qui est toujours un sujet compliqué, parce que évidemment, c'est des gros enjeux financiers. Les agriculteurs sont attachés aux aides qu'ils connaissent.
Et quand on change, et c'est le cas de la négociation en ce moment, quand on veut changer pour favoriser des nouveaux types d'aides vers des soutiens aux services environnementaux, vers la transition agroécologique, c'est compliqué la négociation. Même à 27, même sans le Royaume-Uni, c'est pas simple. Et même en franco-français, c'est pas évident. Donc je sais que ça fait partie des priorités du ministre de l'Agriculture dans sa discussion actuelle, de voir comment, dans la nouvelle PAC, on va pouvoir apporter ces aides. Alors, on parle donc de stratégie un peu sur le long terme, et je me tourne vers Sébastien Abyss, parce que depuis le début, alors on parle de souveraineté alimentaire, mais on a bien dit que ça se pensait à différentes échelles, et il faut les accompagner par des politiques sur un terme long qui s'envisage à différentes échelles. Oui, moi je considère, on se retrouve complètement avec Philippe depuis quelques mois sur ce débat sur la souveraineté alimentaire, pour qu'elle soit à la fois solidaire et durable. Solidaire parce que c'est complémentarité du local, du national, de l'Europe et des enjeux internationaux, et en même temps solidarité avec le futur et donc évidemment les enjeux climatiques. Ça va de soi. Mais je crois que dans les différents sujets qu'on vient d'aborder, il y a à la fois cette combinaison d'échelles géographiques et cette combinaison d'échelles temporelles. Éric Orsenna l'a dit, et Philippe vient de le souligner. Le monde agricole n'est pas statique. Ça fait des années et des années, voire des décennies, voire des siècles, qu'il s'adapte aux réalités géographiques, aux réalités de l'innovation technologique, scientifique, et qui s'adapte surtout aux demandes des consommateurs. On a des consommateurs très exigeants aujourd'hui, à juste titre. À juste titre, je l'ai dit, ils veulent de la sécurité, de la santé, de la soutenabilité quand ils passent à table. Ils ont peut-être oublié simplement qu'au fond de leur assiette, il y a toujours un agriculteur ou un pêcheur qui a travaillé pour eux, pour cette sécurité du quotidien. Et le Covid a permis de rappeler cette évidence. Mais je crois qu'il y a besoin d'insister sur ce choc de temporalité. La temporalité du monde médiatique, politique et de la société beaucoup plus court terme que celui du monde agricole, de l'innovation, de la science. Donc il y a un problème d'agenda parfois et de synchronisation des attentes. Le monde agricole fait des transitions, des fois ça prend 10 ans. La société en 10 ans elle a changé. Et parfois on a fait des réformes et on se demande même pas pourquoi la réforme a été faite au milieu. La deuxième chose, moi je crois qui est important, c'est aussi de faire attention à ce discours le jardin potager pour chacun demain. Sincèrement, je me garderai de tout sondage pifométrique sur l'attente de toute une société d'avoir son propre jardin potager. Il y a la question de la pénibilité du travail, il y a la question du quotidien et du temps long. Il y a aussi quand même un sujet très bête, c'est que sur un jardin potager individuel, votre champ de diversité alimentaire dans votre table va drastiquement diminuer. Donc, attention à ce type de système qu'on promeut parfois comme si c'était l'attente de l'ensemble des consommateurs, sachant que ça respire parfois du système alimentaire dirigé. Je ne suis pas sûr que le consommateur aujourd'hui, ici ou ailleurs dans le monde, n'aspire pas à garder à travers l'acte alimentaire son meilleur moyen d'expression. On a plus d'expression politique, sociétale, identitaire, idéologique, environnementale à travers l'acte alimentaire que quand on vote. Sur l'ensemble de la planète, la première puissance agricole du monde, c'est le consommateur. Il y a 8 milliards de votants plusieurs fois par jour, pour ceux qui peuvent manger. Et là, je voudrais quand même qu'on refasse un pas de côté, parce qu'on voit bien depuis tout à l'heure dans les débats qu'on a, que nous avons besoin d'une solidarité pensée à l'échelle internationale. Nous ne pouvons pas imaginer demain qu'on ne fasse pas de partage de production, de partage d'innovation, de partage d'ambition d'un nouveau modèle agricole à l'échelle du monde. Pourquoi c'est important du coup de considérer que la souveraineté c'est uniquement des politiques publiques avec l'ensemble des forces vives, y compris le secteur privé. J'insiste, arrêtons de diaboliser l'économie et le secteur privé parfois en France. Et des politiques publiques avec constance sur ce qui est stratégique et essentiel à la vie des gens. Il n'y a pas grand-chose qui est essentiel à la vie des gens tous les jours et qui traverse les époques et les saisons, quels que soient les modes. L'alimentation et la santé en font partie. C'est pour ça qu'il y a une combinaison santé-alimentation d'un point de vue stratégique. La souveraineté, ce n'est pas l'autarcie, le président l'a bien dit, mais ça veut dire qu'à l'échelle du monde, nous ne pouvons pas cultiver un discours de souveraineté ou d'autonomie locale. Parce que là, on va rentrer, dans de la désunion de territoire, dans de la désunion de pays, dans de la désunion de société, alors qu'on sait que le problème du monde aujourd'hui, ce n'est pas nos interdépendances. Le problème, c'est quand il y a des interdépendances sans solidarité. Et Philippe Mauguin a parfaitement raison sur ce terrain. Alain Rousset, ça veut dire que prôner le rôle de la région, c'est désunir ? Oh, je ne pense pas que c'est ce que... Non. Moi, je pense que... Vous savez, c'est le discours du général de Gaulle, c'est le discours de François Mitterrand. Plus on se rapproche des citoyens et du territoire,
plus on est non seulement créatif, mais efficace. Hein, je l'ai dit, deuxièmement, la souveraineté, c'est pas l'autarcie. Ouais. Moi, j'ai envie de continuer, le moment venu, de manger de la banane, de boire mon café. Hein, c'est bien entendu. Par contre, je dis à mes concitoyens de Nouvelle-Aquitaine, attention, si vous recevez des tomates bio de nos amis du sud de l'Espagne, produits par de l'esclavage, par des esclaves, ça non. Ça non. Mais je voudrais sur ce problème revenir sur 2 points, si vous permettez. Philippe Mauguin l'évoquait tout à l'heure. C'est ce que peut faire une région. Sur la coopération avec les pays du Sud. Pour souveraineté, c'est pas autarcie. Comment on va éviter d'affamer? Comment le réchauffement climatique va encore aggraver ces inégalités qu'on rencontre dans nos pays, mais qui existent entre les pays du Nord et les pays du Sud? Comment la coopération peut nous aider? Vous le savez, vous journalistes, on a une coopération avec Madagascar, avec une province qui est au-dessus de Tananarive. On a installé, avec AgriSud, qui est une ONG dont le siège est à Libourne, 5000 agriculteurs. 5000 agriculteurs. Transformer la gestion. On a fait une formation pour les formateurs et on a sorti tous les produits de chimie fossile et on a accompagné ces agriculteurs pour que l'eau qui s'écoule des cultures en terrasse puisse être utilisée pour élever des poissons en bas, dans les rizières. Et on a changé la vie, d'une certaine manière, d'un pays qui est un des plus pauvres du monde. On le fait autour d'une initiative que les éleveurs caprins de Vienne et des Deux-Sèvres ont mis en place avec le Sénégal, le lait de chèvre, qui aide à la liberté des mères de famille au Sénégal et qui permet aux gamins du Sénégal d'aller à l'école. Donc c'est gratifiant quand mais c'est pas nous, nous on l'accompagne financièrement, mais c'est le président des éleveurs caprins des Deux-Sèvres qui a conduit ça. C'est l'ONG de Libourne qui nous aide à faire ça. Donc on voit bien qu'on est là. Deuxièmement, moi je pense qu'il faudrait des règlements internationaux et européens. Parce que quand même, moi je suis très inquiet d'une chose. Je le dis, je ne sais pas si Eric partage ça. Je vois aujourd'hui, y compris en France, des achats de terre. Des milliers d'hectares. Par qui ? Par des grands groupes. Par des grands groupes coréens, chinois. Tout ça est insupportable. Et il faut que là, on ait les outils juridiques pour empêcher ça. À un moment donné, moi, je m'étais un peu battu parce qu'un groupe coréen ou chinois voulait acheter, je crois, 10 à 15% de Madagascar. Moi, il faut qu'on dénonce, parce que nous sommes là dans de la cupidité. Et la cupidité, c'est l'ennemi. Monsieur Orsena, vous vouliez rebondir? Moi, je suis, Dieu sait, d'accord sur cette question-là. Je vous donne un exemple qui va peut-être aborder une autre question que la question de l'eau, qui est une question que je connais bien et qui va être une tension, une crise à venir juste après la crise sanitaire et qui va la renforcer. Sur lequel vous avez bien écrit d'ailleurs. Oui, parce que ça me passionne, parce que l'eau c'est la vie, parce qu'il faut se nourrir et il faut boire. Et pour se nourrir, il faut que les plantes boivent. Donc là, ce n'est vraiment au cœur de la vie. Je vous donne un exemple tout simple. Tous les grands fleuves de l'Ouest africain partent d'un massif qui s'appelle le Fouta Djallon, à la frontière Sierra Leone et Guinée, qui a la malédiction d'avoir dans les profondeurs de l'alumine. C'est-à-dire on fabrique l'aluminium. Donc, ces terres sont vendues avec la corruption que vous ne pouvez pas imaginer, ou vous pouvez très bien imaginer, à des groupes principalement chinois ou canadiens, qui déforestent. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de précipitation, puisque quand on supprime la forêt, il n'y a plus d'eau, donc il n'y aura plus de fleuves. Donc vous voyez déjà la situation de tension dans le Sahel, si vous n'avez plus de fleuve Niger, si vous n'avez plus de fleuve Sénégal, si vous n'avez plus de fleuve Gambie. Donc cette question-là, c'est clé. Alors,
évidemment aussi aborder la question des terres agricoles. C'est pas possible parce qu'il faut voir comment elles sont traitées, ces terres. Donc, et juste pour nourrir un développement ailleurs. Mais tout ça ne veut pas dire qu'il faut... C'est pour ça que notre vision n'est pas du tout... Enfin, je dis notre, pardon, mais notre région n'est pas du tout nous enfermer. Si on était dans des vaisseaux spatials différents, on pourrait imaginer qu'on soit indépendant. Sauf que c'est une solidarité de fait. Mais comme c'est notre société, c'est pareil. La crise sanitaire fait exploser les inégalités. Donc comment voulez-vous retrouver la confiance, retrouver l'élan, retrouver la dynamique? Les gens, ils vont tout péter. Inégalité, parce qu'il va falloir qu'on avance et qu'on conclue. On va d'ailleurs faire un petit coucou au bassin d'Arcachon. On avait quelqu'un qu'on rencontrait pour la pêche et on a balayé certains sujets, mais on va avancer. On a quelqu'un en ligne, puisque vous parliez d'inégalité d'accès. Je voudrais revenir sur ce que disait le président Rousset aussi tout à l'heure sur les fameuses tomates bio d'Espagne. Est-ce qu'elles ne sont pas en fait courtisées parce qu'elles ne sont pas chères? On va à la Banque alimentaire de Bordeaux-Gironde. Bonjour Josine Guillet, vous êtes bénévole, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour madame, merci de nous avoir attendus parce que je sais qu'on vous fait un peu attendre. Je sais que vous avez une question, vous, alors directement liée à cette souveraineté et au prix des produits, on vous écoute. D'abord, bonjour tout le monde. Voilà ma question. Voilà, on nous a dit que tout le monde doit pouvoir manger des produits locaux de qualité pour une alimentation saine et durable. Dans notre région, on développe les produits de qualité et c'est bien, sauf qu'ils sont beaucoup plus chers. Est-ce que l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine est capable de répondre aussi aux personnes qui dépendent de l'aide alimentaire pour manger ou tout simplement à ceux d'entre nous qui ont du mal à boucler leur fin de mois? Merci de cette question. On est ravis de recentrer le débat. Alors, il devient du local, parce qu'on est parti du global vers le local. Sébastien Bis, une réponse, on fait tourner ensuite. Une réponse non. L'observation. Vous êtes attendu pour ça. Non, mais l'observation que ce témoignage nous rappelle justement qu'on a une diversité de consommateurs et de situations socio-économiques qui nous impose d'avoir une pluralité de systèmes agricoles et alimentaires. Et on n'est pas dans des monochromes de situations à table, ni du coup sur la réponse agricole à fournir. Je rappelle, au-delà de ce témoignage, qu'à cause de cette crise pandémique en France, les associations qui s'occupent de l'aide alimentaire estiment que 7 à 8 millions de Français, cet hiver, recourent à l'aide alimentaire, dont beaucoup de jeunes par ailleurs et d'étudiants, qu'il ne faut pas s'oublier. Et ce qui a été indiqué, c'est que la moitié de ces personnes cet hiver sont des nouvelles personnes. Donc la crise, évidemment, accentue ces inégalités. Ce qui est vrai en France est malheureusement vrai à l'échelle planétaire. La sécurité alimentaire du monde en 2021 sera fortement dégradée parce que, les mondes agricoles productifs ont subi, comme tout le monde, les effets de la pandémie, même si eux n'ont pas été confinés et ont été en première ligne, partout, en France comme ailleurs. Mais néanmoins, nous avons, comme en France, dans le monde, des consommateurs dont les pouvoirs d'achat ont diminué. Il y a un vrai sujet demain, c'est cette montée en gamme, certes. Il faut mieux rémunérer les productions, mais il faudra permettre, encore une fois, que cette alimentation de meilleure qualité pour tous puisse être accessible pour tous. Il ne faut pas créer un système alimentaire à 3 vitesses. Éric Orsena, et on va essayer d'être concret sur la réponse auprès de cette dame qui vous attend. Je vais vous dire, c'est stratégique. Pourquoi on a choisi ça? Parce qu'on a préféré ne pas augmenter les salaires ou moindre rémunérer le capital avec de la bouffe moins chère. C'est ça le truc. C'est une analyse que vous partagez, Alain Rousset? Oui, oui. Mais ce que dit cette dame interpelle notre société. Moi, personnellement, et je ne suis pas le seul à partager ça dans les discussions que nous avons, y compris avec les chefs d'entreprise de la région, c'est qu'on ne peut pas tenir une société avec autant de pauvres, c'est pas possible, autant de personnes aussi mal payées et en même temps une autre catégorie de la population qui s'enrichit d'une manière incroyable. Je parlais de cupidité tout à l'heure, mais excusez-moi, je crois que le patron de Renault, il se fait payer 19 millions d'euros par an. C'est ça, c'est-à-dire le salaire de Carlos Ghosn initial, plus les turpitudes de Carlos Ghosn. Mais comment voulez-vous que les gens puissent comprendre ça? Comment voulez-vous? Là, regardez le coût des manifestations des Gilets jaunes, 14 milliards.
Enfin, il y a un risque d'explosion. Il faut que tout le monde le comprenne. Il faut que les gouvernements les comprennent. Il faut que Bercy se dise mon avenir, c'est pas de faire un triple salto avant de salaire dans des boîtes privées, alors que je suis à 12 ou 15 000 euros ou 10 000 euros en tant qu'inspecteur des finances. Pardonnez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais une société qui ne respire pas, qui n'a plus d'ascenseur social, est une société qui explose. Moi, je vois des niveaux de rémunération, pas chez les patrons des ETI ou des PME de région, je vois des niveaux de rémunération qui sont indéfendables. Indéfendables. La question, c'est comment on peut le limiter. Ah ben, il y a la loi, il y a l'Europe. Philippe Mauguin, comment on peut envisager de faire de la recherche, de l'innovation, d'aider l'agriculture à être plus durable, plus respectueuse de l'environnement, donc augmenter le coût de production, évident, et puis enchaîner sur une augmentation du coût de revient, et en même temps rendre tout ça accessible au plus grand nombre. L'équation est compliquée ? Oui, elle est compliquée. Je dirais que je peux être que d'accord avec le besoin de justice sociale dans notre pays. Je parle autant en tant que citoyen qu'en tant que président d'INRAE. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, on travaille sur le sujet que vous évoquez. Nos chercheurs travaillent sur des régimes alimentaires sains et durables qui soient le plus accessibles possible. Et donc il y a quand même toujours, je ramène aussi des bonnes nouvelles. On montre qu'on peut et on a besoin d'élevage dans notre pays, on a besoin de protéines animales, mais on a besoin de rééquilibrer, de manger plus de protéines végétales pour suivre les préconisations des nutritionnistes. Et quand on rééquilibre les régimes alimentaires en protéines végétales, protéines animales, on arrive à montrer qu'on a des menus qui sont accessibles à des prix qui sont... Donc là, il y a aussi un travail avec les filières, avec la distribution. Tout le travail qui est fait par les collectivités sur la restauration collective est majeur parce qu'on sait que les enfants qui sont dans les familles les plus pauvres, le repas le plus équilibré quand on n'est pas en fermeture scolaire, c'est au niveau de la cantine. Donc il faut qu'on travaille dans la restauration collective sur ces nouveaux régimes alimentaires qui sont en phase avec la transition agroécologique. Ce qui va être fait avec les universités, c'est aussi important parce que les étudiants sont en souffrance en ce moment. Le fait d'avoir accès à des menus, je pense qu'on peut faire des menus entre 2 euros, 2,50 euros, c'est ce qui se passe dans un certain nombre de restaurations collectives qui sont des régimes alimentaires sains et durables. Et donc, je crois qu'il faut qu'on investisse là-dedans tous ensemble. L'État, l'Europe, dans une politique agricole qui doit être aussi une politique alimentaire, les collectivités, et on doit pouvoir répondre à l'attente de cette citoyenne. J'ai envie de dire, est-ce qu'on est capable de faire un calendrier et puis il va falloir qu'on conclue, parce qu'évidemment, on la remercie encore, Jocelyne Guillet, elle venait chercher une réponse concrète, on lui donne une réponse, mais j'ai peur que ça soit un peu sur sa fin, sur un train vilain jeu de mots. Est-ce qu'on est capable de dire oui, on va être capable dans 1 an, dans 2 ans, ou est-ce qu'on va dire, attendez, non, mais ça va être long, ça va prendre 5 ou 10 ans. On est d'accord, un tel changement dans notre société. Donc il faut que les politiques se rendent compte que le modèle qui a démarré avec Reagan, Thatcher et qui amène aujourd'hui, les économistes l'ont suffisamment démontré, autant d'inégalités, n'est pas tenable. Il n'est pas tenable socialement, il n'est pas tenable démocratiquement. Regardez ce qui se passe avec les démagogues de l'Est de l'Europe. Il n'est pas tenable, j'allais dire, physiquement, quoi. Enfin, tout ça n'est pas acceptable. Regardez, quand Gilets jaunes, pour s'en sortir, c'est une idée qui vient d'Aquitaine, du patron d'une des plus belles boîtes d'Aquitaine, Ceva Santé Animale, que j'ai communiqué à l'Élysée pour dire versons un SMIC non chargé, non fiscalisé, pour essayer d'apporter un peu de pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, si on ne se pose pas ce type de problème, à un moment donné, la société va exploser. Et voilà, violence, tout ce qui va... Enfin, encore une fois, relisons le livre de Michel Rocard, Décoloniser la province. Décoloniser. Relisons-le. Alors, justement, merci Valérie, on va être obligé de conclure. On va conclure avec Ricoeur Sénat, justement. Non, conclure de rien du tout. Moi, j'ai une proposition. Alors, c'est-à-dire, en février 2022, c'est-à-dire 3-4 mois avant la présidentielle, on fait le point de l'état d'avancement du pacte régional. Voilà. Et évidemment, je reviens.
D'accord. Comprenez ? Donc ça, c'est une date qui est prise. Surtout si j'ai une possibilité d'aller à Pessac après. Alors, ça, je vous laisserai négocier ça avec Alain Rousset. On va juste finir, si vous êtes d'accord. On a commencé avec un mot, c'était souveraineté, et c'est l'académicien qui nous a donné la définition. On fait un dernier tour de table. Vous prenez un mot chacun, avec soit une date, comme vous venez de le faire, soit pour résumer ce qu'on vient de dire, on fait la synthèse. Et on va se donner rendez-vous, Valérie, dans des ouvrages, dans le supplément du 24 février, qui sera dans Sud-Ouest, 8 pages spéciales sous la souveraineté avec l'agence Sana. Et il y a des ouvrages de nos invités aussi qu'on peut citer. Évidemment, alors, les livres de M. Orsena, mais pas que. Oui, puisque dans quelques jours, c'est le 11 février que le Déméter 2021, 27e édition, sera publié. Oui. Vous pouvez nous en dire un mot Déméter, c'est un ouvrage annuel qui sort sur la sécurité alimentaire et le développement agricole dans le monde. C'est l'ouvrage de référence en langue française. Ouais. Et c'est une centaine d'auteurs et d'experts qui se mobilisent chaque année pour produire un kilo de connaissances. Et comme la connaissance se partage, elle se partage au-delà même des frontières françaises. Très bien, merci. Alors justement, un mot pour conclure... Ou une date, comme non, monsieur. Un mot pour conclure, éducation. Je crois qu'en fait, le sujet de l'éducation alimentaire à domicile, le rôle à domicile est évidemment pas à sous-estimer. Éducation alimentaire à l'école, pardon de le dire comme ça, c'est pas normal qu'on ait des cours dédiés à certaines disciplines et rien sur l'alimentation dès le plus jeune âge. Il faut de l'éducation alimentaire de la maternelle au lycée. Je crois que c'est très important si on veut demain avoir des réorientations de pratiques alimentaires. Et éducation aussi, encore une fois, j'insiste, dans cette distanciation sociale qui s'est créée entre les mondes agricoles, ceux de la pêche, qu'il ne faut pas oublier, j'insiste, et les consommateurs, l'éducation consiste à se souvenir au quotidien que quand on est dans une telle sécurité alimentaire en France, il y a des gens qui ont travaillé tout au long de l'année pour nous donner cette sécurité et que ce travail mérite salaire. Monsieur Moga ? Je dirais que la souveraineté alimentaire, c'est possible. C'est pas pour moi une utopie à moyen terme, mais à deux conditions. Elle doit être, comme je l'ai dit, à la fois solidaire dans notre pays, entre les agriculteurs jusqu'aux consommateurs, avec plus de justice sociale et solidaire à l'échelle des pays de la planète. Et elle n'a de sens que si elle est durable, c'est-à-dire si on prépare les solutions avec de la recherche, de l'innovation pour faire face aux défis du climat, aux défis de la biodiversité. Et donc c'est ça mon message pour résumer nos échanges. Alain Rousset. Alors moi je suis assez optimiste sur la transition, sur l'aspect qu'on porte, nous, qu'on appelle Néoterra, sur cet aspect-là, la capacité des agriculteurs à innover. Le jeune agriculteur le montrait, sous réserve de la rémunération, sous réserve peut-être de la mise en place, cher Philippe, d'un système assurantiel. C'est en tout cas l'idée qui a émergé qu'on porte, qui a émergé de l'équipe de Chizé, de vos équipes de Chizé. Donc là-dessus, moi je suis plutôt optimiste. Avec la difficulté qu'Éric Orsena évoquait tout à l'heure, je viens de prendre la responsabilité de l'agence de bassin à Dour-Garonne, problème de l'eau, essayer de trouver avec nos scientifiques, c'est la commande que j'ai passée pour arrêter les guerres de l'eau. Une plante a besoin d'eau, une bête a besoin d'eau, un champ, quel qu'il soit, et c'est la capacité de capter le carbone a besoin d'eau, bien entendu, surtout si on a 3 ou 4 mois de grande sécheresse, mais il faut le faire pour une agriculture qui est mutée. Là où je suis plus inquiet, parce que je ne vois pas, même si on a un peu de retour du politique, dans cette période de crise sanitaire, moi je suis inquiet de cette société d'injustice que depuis 30 ou 40 ans on a fomenté. C'est trop, cette espèce le règne de la cupidité, c'est gênant parce que pour répondre à cette dame, on va pouvoir le faire. La région a voté 2 fois comme des aides à la banque alimentaire pour nourrir les étudiants, pour nourrir les jeunes, etc. Mais on voit bien qu'on a de plus en plus de richesses, mais il faut de plus en plus de crédit public venant des impôts pour aider les plus pauvres. Et qu'il n'y a pas naturellement ce qu'il y avait peut-être de réflexion dans les années 60, 70, des gens qui s'appelaient Jacques Delors, qui s'appelaient Michel Rocard, ça s'appelle le Club Jean Moulin, ces idées à un moment donné qui tendaient vers à la fois l'innovation et la justice, et
déjà la transition écologique, on n'a plus ça. Il y a comme une espèce d'abattement. Et pourtant, quand j'ouvre Le Monde, sans vouloir flatter ce journal ou Sud-Ouest, je trouve des tribunes, des idées, de la générosité. Mais on voit que dans cette période, je ne sais pas ce qu'en pense Éric Orsena, il y a besoin de nouveau que le politique se reprenne en main et regarde l'avenir. Eh bien, on va rester sur ces mots. Gageons modestement que cette table ronde aura participé. Merci à Valérie Dems, merci à Urbs. Et puis, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont suivis et qui ont posé plein de questions. On a pris un engagement, j'ai entendu Alain Rousset le reprendre. On répondra aux gens, en tout cas, on va faire passer les questions. Et puis, un petit message à Delia Fagno. Elle est sur le bassin d'Arcachon. On va conclure cette émission en envoyant la vidéo qui lui était consacrée sur le travail qu'elle fait aussi pour les crustacés, pour les coquillages et la pêche. Donc, la qualité de l'eau est importante. Merci à toutes, merci à tous. Désolé, monsieur Orsena, on se quitte sur des belles images du bassin d'Arcachon. Vous allez voir, c'est beaucoup plus beau que la Bretagne. Merci, bonne soirée. Alors, je pense que la meilleure façon de pêcher pour préserver les ressources est de bien trier sa pêche. Ne pas pêcher trop petit, que ce soit pour les poissons, les céphalopodes ou les coquillages. Il faut absolument que chaque pêcheur soit responsable de sa pêche et pense à demain en remettant toutes les tailles inférieures à la taille de reproduction. Il est primordial d'avoir une bonne qualité de l'eau. On entend parler des pollutions avec le pétrole, les bateaux qui coulent au large. Au final, tout ce qu'on ne voit pas, c'est peut-être le plus dangereux aussi. Tous les pêcheurs du bassin sont au service des laboratoires scientifiques pour apporter des réponses et pouvoir juger de la bonne qualité de nos produits. Notamment pour moi, pour les coquillages, je fais les prélèvements REFI, ce qui nous permet de détecter les toxines de l'Escherichia coli. Du moment que le coquillage sentinelle, c'est la moule, et du moment que le demi-seuil est atteint sur la moule, on commence à analyser les autres coquillages pour voir si on doit les fermer ou pas pour une question sanitaire. Donc moi c'est pour ça, mais les autres peuvent se porter volontaires pour apporter des réponses aux scientifiques et leur apporter des échantillons.